Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai attendu un petit peu pour voir comment évoluer les choses, mais force est de constater que pour l'instant, on ne sait pas. Alors, est-ce que Trump va décider d'entrer dans la guerre? Est-ce que les États-Unis vont attaquer l'Iran et soutenir leur allié indéfectible israélien? Une chose est sûre, si jamais Trump décide d'attaquer l'Iran, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, c'est-à-dire que finalement, le fameux président des États-Unis qui n'a jamais déclenché de guerre va finalement faire rentrer les États-Unis en guerre contre l'Iran. Et qui plus est, à contrario de justement de tout ce que son électorat a pu voter pour lui, c'est-à-dire le concept que les États-Unis, gendarmes du monde, ça suffit. Ça suffit d'envoyer des filles, des fils, des pères, des mères à l'autre bout de la planète pour faire des guerres qui, au final, ne servent à rien. Pourquoi ne servent à rien? Tout simplement parce que même si, imaginons, nous réussissons à dégager Khamenei, un autre prendra sa place. Dans ce cas-là, il faut couper pas seulement la tête, mais aussi les jambes, les membres, de tout ce qui fait le régime de la République islamique d'Iran, incluant les fameux gardiens de la Révolution. Donc ça veut dire que tu es obligé de faire une intervention terrestre, donc faire une guerre conventionnelle. Ça, malheureusement, il n'y a que les Américains pour le faire, parce qu'ils ont la logistique. Parce que je rappelle, entre Israël et l'Iran, il y a quand même d'autres pays entre les deux. Alors, après, est-ce qu'ils iraient pousser le vice jusqu'à créer une coalition? Pas sûr. Parce qu'en Europe, c'est pareil. Je pense que les dirigeants européens n'ont absolument aucun intérêt à faire une guerre en Iran. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que déjà, on sait que Donald Trump, c'est quelqu'un d'assez imprévisible. Mais il sait pertinemment que si il lance une attaque contre l'Iran, il perd systématiquement le midterm. C'est-à-dire la fameuse élection législative qu'on a aux États-Unis après 2 ans de pouvoir de l'administration, qui consiste à renouveler les 2/3, je crois, du Sénat. Et y compris la Chambre des représentants. Donc ça veut dire que si là aujourd'hui il a une infime petite majorité dans les 2 chambres, ça veut dire que là il perd les 2 chambres. Et donc par conséquent, s'il perd les 2 chambres au midterm, pendant 2 ans, il ne peut plus rien faire. Si ce n'est passer des décrets, mais des décrets qui seraient dénoncés systématiquement par des voies conventionnelles, constitutionnelles, jusqu'à la Cour suprême. Donc finalement, il se retrouverait exactement comme en 2016, enfin 2018, c'est-à-dire un peu sans pouvoir véritablement faire avancer le schmilblick. On s'autorise donc à dire que finalement, les changements de position de Donald Trump sont peut-être le signe distinctif que finalement l'establishment a repris le pouvoir. C'est-à-dire ce fameux État profond qui a réussi à peut-être garder ses leviers et que Trump aujourd'hui n'est plus capable ou n'est plus en possibilité ou en capacité de détruire ce fameux État profond. Les manifestations aux États-Unis, on le sait, essentiellement dans les grandes mégalopoles, des gens menés par le bout du nez, manipulés par des organismes, par des mouvements qui eux-mêmes sont proches des démocrates, voire même aidés et financés par des philanthropies progressistes, en tête la Fondation Ford, la Fondation Rockefeller, Open Society.
La dangerosité de ce genre de procédé, c'est de monter finalement l'Américain urbain contre l'Américain rural, l'Américain de l'Amérique profonde. Donc en fait, mettre de l'huile sur le feu sur une haine viscérale du rat des villes contre le rat des champs. Ce qui peut mettre le feu aux poudres. On a vu des cortèges du Texas allant vers la Californie pour aider les Américains progressistes californiens contre ces manifestants. Sauf que les manifestations, elles débordent, elles dérapent, elles laissent la porte ouverte à des illuminés, à des utopistes, à des fanatiques qui n'hésitent pas à se mettre devant des bagnoles et se faire rouler dessus. Ce qui prouve le niveau. Tout ça pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont contre une loi fondamentale qui existe dans tous les pays, c'est-à-dire que si tu rentres dans le pays et que tu y restes de façon illégale, eh ben tu te fais arrêter et t'es reconduit chez toi, voire même t'es même interdit de revenir. Je ne sais pas si ce que je dis là, c'est logique ou pas. Ah oui, il y aura toujours des humanistes pour dire « Oui, mais vous comprenez, il y a des gens dans leur pays, ils sont pauvres, ils n'ont aucun moyen d'espoir, l'Amérique, pour eux, c'est une issue, etc. » Mais oui, mais comme pour la France, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Parce que si vous ouvrez la porte à ce genre d'idées, ce genre de concept humaniste, ben vous ouvrez une brèche. Et je ne laisse même pas imaginer le nombre de gens qui vont s'engouffrer dans la brèche. Même des gens qui n'ont absolument rien à craindre dans leur propre pays, mais c'est seulement que dans leur pays, ils n'ont aucun moyen de s'en sortir socialement, ils ne trouvent pas de boulot parce qu'ils n'ont pas de métier, parce qu'ils n'ont pas de compétences, parce que ce sont des cons, parce que c'est des gens qui ont raté leur vie, qui ont raté leur éducation et qui se disent dans ce pays-là, au moins, je vais être payé à rien foutre. Où je vais pouvoir travailler, mais avec un salaire de misère. Donc participer, contribuer, être le complice d'un dumping social. Si les manifestations marchent très bien aux États-Unis, c'est parce en Californie surtout, c'est parce qu'en Californie, on sait très bien qu'un grand nombre d'entreprises utilisent des employés illégaux. Parce qu'ils ne coûtent pas cher. Donc cette histoire entre Israël et l'Iran, ça se balance des missiles dans la tronche. Mais il y a un moment donné, la question qu'il faut se poser, c'est le nombre de missiles qu'ils envoient. Est-ce qu'ils arrivent à en racheter autant ? Alors Israël a la garantie d'avoir un soutien américain et donc de bénéficier de missiles américains le cas échéant. Mais l'Iran... Alors l'Iran, en effet, ils ont utilisé des missiles supersoniques, enfin hypersoniques, qui sont des missiles russes. Oui. Le marché des armes, c'est un business. Nous, on ne fait pas de sentiments dans le marché des armes. On vend à qui a l'argent ? On vend à qui peut acheter. Donc honnêtement, je ne sais pas où ça mène tout ça. Est-ce qu'une fois qu'ils auront fini de se balancer des missiles dans la tronche, est-ce qu'ils vont se calmer parce que finalement, au bout d'un moment, ils n'ont plus de stock ? Est-ce que peut-être Donald Trump compte là-dessus ? C'est-à-dire gagne du temps ? Ou est-ce qu'au contraire, quel intérêt nous avons aujourd'hui de dégager le régime des mollahs ? Mais encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un coup. C'est un coup dont les États-Unis sont parfaitement conscients, comme l'Europe. Sauf qu'Israël, Israël, ils se disent, si on peut réussir à faire rentrer dans la guerre les États-Unis, peut-être que les États-Unis vont aller jusqu'à rentrer en Iran et faire ce qu'ils ont fait en Irak. Ouais, mais le problème, c'est qu'une fois que tu as dégagé les mollahs et les gardiens de la révolution, tu fais quoi ?
Est-ce que tu ne risques pas de laisser s'installer un régime plus difficile, plus compliqué? Parce qu'attention, même si la majorité du peuple perse, iranien, veut se débarrasser de ce régime islamique, ça ne veut pas dire que les Perses n'en restent pas moins des nationalistes, des gens qui vont vouloir préserver leur souveraineté, leur indépendance, et ne pas céder ou ne pas laisser des intérêts étrangers se servir de la situation pour mettre la main sur le pétrole iranien, par exemple. Comme les Américains ont fait en Irak, comme les Américains ont fait en Syrie. Je vous l'ai dit, l'interventionnisme occidental n'est jamais guidé par de la vertu, par de la mœurs, par de la bien-pensance. Elle est toujours menée par des intérêts à tirer de la situation. Et souvent pas pour le pays, pas pour le peuple, mais pour des industriels, pour des empires financiers. Exactement comme pour l'Ukraine, exactement comme pour la Russie, exactement comme pour la Chine. La finance internationale occidentale a les leviers, a la mainmise. Il suffit de voir ce qui se passe en Europe. Je pense que là-dessus, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Donc la question est, est-ce que Trump va attaquer l'Iran ? Dans l'état actuel, si vous me demandez mon opinion, je vous dis non. Mais je peux me tromper, parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas les informations issues des coulisses de la géopolitique globale. Le fait est, c'est que malheureusement, on a beau retourner le problème dans tous les sens. Comme je vous l'avais déjà expliqué, cette région, de toute façon, c'est indémerdable. Tant qu'il y aura des idéologies, des ambitions nationalistes, souverainistes, tribales, religieuses, cette région ne trouvera jamais la paix. Parce qu'il y aura toujours un clan qui voudra posséder plus que l'autre. Parce qu'il y aura toujours un clan qui voudra avoir l'hégémonie sur l'autre. Parce qu'il y aura toujours un clan qui voudra se revendiquer comme étant le seul, l'unique, légitime à posséder, à être, à diriger, à contrôler. C'est un peu comme l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas d'égalité entre les pays. L'Allemagne et la France, étant considérés comme les piliers de la construction européenne, ce sont ces deux pays qui finalement donnent le là des orientations politiques. Alors attention, quand je dis ces deux pays, ce ne sont pas les peuples souverains, ce ne sont pas leurs États, ce ne sont pas leurs représentants, ce sont ceux qui encore, dans la finance internationale, dans les empires industriels, militaro-industriels, pharmaceutiques, c'est eux qui guident, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui tiennent les filins des marionnettes de la Commission européenne. Le seul problème, c'est que vous avez quand même au sein de l'Union européenne la Pologne qui... alors là, aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'ils ont détecté que 1400 bureaux, il y avait eu de la fraude. Bah oui, parce que c'est un mec d'extrême droite, c'est un nationaliste qui a gagné l'élection. Donc forcément, il faut forcément trouver, en grattant bien, des fraudes. Parce qu'il y a la Hongrie de Orban. Orban, de toute façon, je pense que
ils sont bien partis pour le dégager aux prochaines élections, je crois, qui ont lieu l'année prochaine. La Pologne, dont je vous rappelle, je viens de m'en souvenir il y a quelques temps, la Pologne qui finalement n'est pas rentrée dans l'euro, qui a gardé sa monnaie, le zloty. Donc si vous voulez, l'Union européenne, dans son idée de construction supranationale, elle va être obligée d'être violente, brutale, radicale, pour faire taire les dissensions, pour faire taire les dissidences en son sein. Et donc par conséquent, modeler les pays à son image. On l'a bien vu avec ce qui s'est passé en Roumanie, on va le voir avec ce qui va se passer en Hongrie, on est en train de le voir avec ce qui se passe en Pologne, où on est en train d'essayer de trouver la petite bête pour dire que finalement l'élection, elle n'est pas légitime. En France, bah oui, 2027, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, ça sera soit Attal ou Édouard Philippe. C'est un des deux. La preuve, c'est que les deux ont été invités chez Bilderberg ce mois-ci. Donc c'est que Bilderberg estime que les deux ont un potentiel de devenir le prochain président de la République française. Et ça ne sera pas Marine Le Pen, ni Bardella, ni Mélenchon. Limite, c'est déjà écrit. Donc préparez-vous psychologiquement à avoir une continuité de la politique de la Macronie par le biais soit d'Édouard Philippe ou d'Attal. Quant à la Grande-Bretagne, ils sont tellement dans la merde qu'il y en a certains qui vont certainement en profiter pour peut-être essayer de mettre en place la stratégie de retour de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Puis les Allemands, oui, la montée de l'AfD, je rappelle, là où l'AfD fait les meilleurs records, c'est dans les contrées, les régions de l'ex-Allemagne de l'Est. Et on me dit, oui, les Allemands en ont marre, les Allemands ne sont pas d'accord, etc. Bah oui, mais les Allemands, ça fait depuis des années qu'on en a fait des bisounours. Donc, il y a un moment donné où ça ne peut pas coller. Et pareil, de toute façon, si ça commence à monter en Allemagne, ils vont faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils vont faire monter en manifestation, en contestation, tous les progressistes des grandes villes allemandes. Et on va diviser le peuple allemand. Voilà. Comme on est en train de diviser le peuple français. Tout simplement. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, on suit l'actualité, on voit ce qui se passe, comment ça bouge, comment les curseurs bougent. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonjour, puis du mieux.